Au cours de leur histoire évolutive, les humains ont dû coopérer pour survivre, face à des environnements hostiles et à des défis communs tels que la collecte de ressources, la protection contre les prédateurs ou l'éducation des plus jeunes, comme l'a notamment expliqué le sociobiologiste Edward O. Wilson dans son livre The Social Conquest of Earth, 2012. Cette capacité à collaborer a été essentielle à la survie de l'espèce et a façonné nos comportements sociaux sur des centaines de millénaires. Cette tendance à coopérer a favorisé le développement de structures sociales interconnectées et complexes, où l'interdépendance entre individus est devenue capitale. Même si elle est un trait adaptatif, cette prédisposition à la vie en groupe s'accompagne pourtant d'effets ambivalents. Le haut degré de sociabilité de l'humain moderne peut être source de solidarité, d'altruisme et de progrès collectif. Mais il est aussi à l'origine de conflits sociaux, de biais de groupe et d'exclusion. En d'autres termes, l'humain constitue une espèce éminemment sociale, pour le meilleur et pour le pire. C. 1. Anxiété et solitude. Un fléau des sociétés modernes. Les groupes sociaux dans lesquels nous évoluons aujourd'hui sont bien plus vastes et complexes que ceux de notre environnement ancestral où les communautés étaient relativement petites et les interactions plus intimes et directes. À cette époque, il était sans doute plus facile de se positionner les uns par rapport aux autres. Les rôles au sein du groupe étaient bien définis et les mécanismes de reconnaissance ou d'ostracisme opéraient de manière immédiate et tangible. Dans ce sens, Robin Dunbar, anthropologue et biologiste de l'évolution, est à l'origine du nombre de Dunbar, qui fixe à environ 150 individus la limite cognitive au nombre de relations sociales stables et significatives qu'un humain peut entretenir. Cette contrainte est liée à la taille du néocortex, la région du cerveau impliquée dans la gestion des interactions sociales. Elle reflète la structure des groupes humains préhistoriques. Avec l'évolution des sociétés, notamment après la révolution agricole, la taille des groupes humains a largement dépassé cette limite. Cette situation a induit l'émergence de structures sociales abstraites, normes et institutions, pour compenser l'impossibilité de maintenir des relations interpersonnelles étroites avec un grand nombre d'individus, mais au prix d'une perte de liens sociaux immédiats et cohérents. Dans nos sociétés contemporaines, l'échelle des interactions sociales a encore considérablement augmenté. Nous sommes désormais immergés dans des réseaux étendus, souvent virtuels, où les groupes sociaux se superposent et s'entrecroisent. Dans ces groupes très élargis, il est plus difficile d'identifier des repères clairs, de trouver sa place et de se sentir pleinement intégré. Les mécanismes sociaux qui, autrefois, renforçaient la cohésion du groupe, comme les rituels, les récompenses sociales ou l'ostracisme, sont devenus moins directs et moins lisibles, laissant souvent les individus dans un flou identitaire. De manière paradoxale, notre caractéristique d'être une espèce hautement sociale contribue donc à générer beaucoup d'anxiété. Cette profusion de connexions et de comparaisons potentielles devient par ailleurs une source de tension. Nous voyons en effet constamment les réussites, les moments de bonheur ou les apparences idéalisées des autres, ce qui nourrit un sentiment d'insuffisance ou de marginalisation. En résumé, bien que notre nature sociale ait été un atout pour la survie et le développement de notre espèce, elle se retourne aujourd'hui contre nous dans un contexte où les groupes sont devenus vastes et les comparaisons omniprésentes. Cela explique en partie l'augmentation de l'anxiété sociale et du sentiment d'isolement observé dans nos sociétés modernes, malgré ou à cause de l'hyperconnectivité qui les caractérise. C. 2. La domination, un paradoxe dans la nature humaine. La domination occupe une place centrale dans les structures sociales de l'humanité, comme l'ont relevé de nombreux chercheurs, dont le primatologue Franz de Waal dans le livre Chimpanzee Politics, 1982. Depuis les origines de notre espèce, les individus ont en effet eu tout intérêt à se comparer, à mesurer leurs forces et leurs faiblesses
par rapport à autrui et à rechercher un avantage compétitif. Cette inclination se manifeste à travers des comportements variés, allant de la rivalité pour l'accès aux ressources et aux partenaires jusqu'aux luttes pour le pouvoir et l'influence au sein des groupes. Cependant, il est fondamental de souligner que la domination ne revêt pas nécessairement un caractère positif ou bénéfique pour la collectivité. Au contraire, elle peut engendrer des conséquences profondément destructrices, telles que l'exploitation d'une majorité par une minorité et le maintien de systèmes sociaux inéquitables et oppressifs. Ces effets délétères soulèvent des questions cruciales sur la manière dont les sociétés modernes peuvent gérer, voire dépasser, ce legs ancestral. Cette réflexion en amène une autre. La domination n'est pas uniquement le fait d'une élite malveillante, mais un phénomène systémique dans lequel nous pourrions probablement tous, si nous avions nous-mêmes la possibilité de gravir les échelons de la hiérarchie, jouer un rôle actif. Cette prise de conscience nécessaire invite à une réflexion collective sur les moyens à mettre en œuvre pour canaliser nos tendances naturelles, éviter les abus et promouvoir des systèmes plus équitables. C. 3. Racisme et fanatisme. Des conséquences de l'esprit de groupe. Les comportements racistes pourraient, d'un point de vue évolutif, s'expliquer par une tendance ancienne à favoriser ou protéger les membres de son propre groupe, un mécanisme qui aurait pu jouer un rôle dans la survie des individus. Toutefois, il est essentiel de souligner que cette explication ne constitue en aucun cas une justification morale, ni une légitimation de tels comportements. Au contraire, cela impose le devoir de redoubler d'efforts pour les éliminer. Et pour cause, les comportements racistes entraînent des conséquences profondément néfastes et injustes pour les individus et les groupes qui en sont victimes. Dans la bande dessinée inspirée l'essai de l'anthropologue cognitif Pascal Boyer, « Et l'homme créa les dieux » 2020 et 1, le fanatisme est décrit comme étant une forme extrême de comportement de préférence pour son groupe où les terroristes cherchent à imprimer une leçon aux défecteurs et à les punir pour leur trahison. En effet, la punition des défecteurs est souvent utilisée comme un moyen de maintenir la cohésion et la loyauté au sein d'un groupe, en envoyant un message clair aux autres membres. La trahison de la confiance du groupe sera sévèrement punie. Cette stratégie de terreur est censée dissuader les autres membres de suivre l'exemple des défecteurs et de se tourner contre le groupe. Dans ce contexte, la modernité et la culture occidentale qui y est souvent associée peuvent être perçues comme une menace pour les traditions et les coutumes anciennes de certains groupes. Lorsque ces groupes attachent une grande importance à ces traditions et se sentent menacés par leur perte, cela peut les amener à adopter des mesures extrêmes pour les préserver. La perception de la modernité comme une menace pour l'identité culturelle et les modes de vie de certains groupes peut donc déclencher une réaction de défense radicale, qui peut prendre la forme d'attaques violentes contre des cibles civiles innocentes. Attentats suicides, attaques meurtrières, enlèvements et tortures. Les auteurs de ces attaques peuvent considérer qu'elles sont justifiées car elles leur permettent de défendre leur identité culturelle et leur mode de vie contre ce qu'ils perçoivent comme une agression extérieure. Cependant, ces attaques sont souvent caractérisées par une violence extrême qui peut conduire à des conséquences dévastatrices pour les victimes et leurs familles. Il est par ailleurs essentiel de reconnaître que ces groupes ne représentent pas la majorité des personnes qui partagent leurs traditions et leurs coutumes. La plupart des gens qui appartiennent à ces groupes sont des citoyens pacifiques qui respectent les lois et les droits de l'homme. Cela étant, les groupes extrémistes qui mènent ces attaques violentes sont souvent capables de recruter de nouveaux membres en exploitant les sentiments de frustration et de désespoir qui peuvent exister au sein de ces communautés. Cette perspective, mise en lumière par Pascal Boyer, devrait permettre de mieux comprendre les motivations et les actions des terroristes et, pourquoi pas, de développer de nouvelles stratégies pour prévenir et combattre celles-ci. C. 4. Conformisme, ostracisme et pression sociale. Des forces invisibles, mais bien réelles. C. 4.A. Conformisme et ostracisme. Des mécanismes sociaux.
Comme l'a souligné Laurent Cordonnier dans son essai La nature du social, l'apport ignoré des sciences cognitives, 2018, l'imitation et le conformisme sont deux comportements profondément ancrés dans la nature humaine, jouant un rôle clé dans l'affiliation sociale. En imitant les comportements des autres, nous augmentons nos chances d'être acceptés, soutenus et choisis comme alliés. En nous conformant aux normes, nous démontrerons que nous sommes capables de suivre les règles et les conventions sociales, ce qui nous permet de nous intégrer dans un groupe et de bénéficier de ses avantages. Enfin, en ostracisant ceux qui ne suivent pas les normes, nous envoyons un signal encore plus fort. Nous démontrons que nous sommes prêts à prendre des mesures pour maintenir l'ordre social et protéger les intérêts du groupe. Cela peut être vu comme une façon de dire « Je suis un membre valable de ce groupe et je suis prêt à défendre ses valeurs et ses normes. » Dans une interview du podcast Omniscience, publiée sur YouTube en septembre 2024, le chercheur en sciences cognitives Jean-Louis Dessalles cite l'exemple des banquiers qui doivent porter une cravate pour montrer leur appartenance à une classe sociale favorisée. Si l'un d'eux ne respecte pas cette norme, il risque d'être ostracisé par ses collègues. Pourquoi ? Parce que chaque collègue qui participe à cette exclusion se rehausse en démontrant qu'il suit, lui, les règles et respecte les codes du groupe. En agissant ainsi, il renforce sa propre réputation et augmente ses chances d'être choisi comme partenaire ou allié par d'autres membres du groupe. Cet exemple montre que l'ostracisme n'est pas seulement une punition pour le non-conformiste, mais aussi une stratégie pour gagner en statut et en influence au sein du groupe. C.4.b. Les différents visages de l'exclusion. L'ostracisme peut prendre différentes formes, allant de simples critiques et moqueries jusqu'aux sanctions et aux punitions, en passant par l'exclusion des activités sociales et des groupes de pairs, ou la propagation de rumeurs et de fausses informations pour discréditer les individus qui ne se conforment pas. Cela peut entraîner des conséquences très négatives pour les individus qui le subissent, allant de la baisse de l'estime de soi à la dépression et au suicide. Le rejet des personnes transgenres, ce 1% de la population dont le genre ne correspond absolument pas au sexe attribué à la naissance, illustre une forme d'ostracisme banalisé ou quotidien. Ce rejet traduit non seulement une méconnaissance générale de ce phénomène, mais également une adhésion rigide aux normes de genre social traditionnelles. Cet ostracisme entraîne logiquement un sentiment profond d'exclusion dans le chef des personnes transgenres. L'une des clés pour construire une société plus inclusive des personnes transgenres pourrait être d'arrêter de stigmatiser ou de dramatiser la diversité de genre. Cela pourrait avoir pour effet de tendre vers une normalisation de cette diversité et de cesser d'en faire un sujet. Pourquoi ne pas commencer par simplifier les documents officiels, comme le propose le chercheur en sciences cognitives Franck Ramus dans une conférence sur le sexe et le genre organisée par l'AFIS Lyon le 26 janvier 2023, on pourrait envisager de mentionner uniquement le sexe enregistré à la naissance, mâle, femelle ou ambigu, sur le carnet d'identité, à l'exclusion du genre, qui reste un ressenti subjectif. Cela permettrait de dissocier le sexe biologique, qui peut être utile à connaître pour des raisons notamment statistiques ou médicales, du genre, tout en évitant des débats polarisants sur la modification des documents officiels. Dans le même ordre d'idées, on pourrait également abandonner l'usage des titres genrés comme « monsieur » ou « madame », dans l'idée de contribuer à une société plus neutre et inclusive des personnes dont l'identité ne correspond pas à ces catégories. Si un nombre suffisant de personnes adoptaient cette pratique, elle pourrait sans doute s'imposer naturellement en quelques années. Enfin, il est difficile de parler d'ostracisme sans évoquer le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire est une réalité troublante, un mal qui ronge l'innocence de l'enfance et de l'adolescence, laissant souvent des cicatrices profondes. Face à ce phénomène, la première étape est, là encore, de reconnaître que le harcèlement est un comportement inacceptable, quelles que soient ses causes sous-jacentes. Les auteurs doivent être identifiés, sanctionnés et éduqués
sur les conséquences de leurs actes. Les établissements scolaires doivent mettre en place des politiques claires et strictes, avec des procédures rapides et efficaces pour traiter les cas de harcèlement et faire savoir aux victimes qu'elles seront entendues. C.4.C. La pression sociale, un levier pour du changement positif. On peut entrevoir une lueur d'espoir dans ce tableau relativement sombre du conformisme humain. En exploitant notre tendance biologiquement ancrée à nous comparer aux autres et à nous aligner sur les normes du groupe, il semble en effet possible de susciter des changements positifs, même à grande échelle. Autrement dit, la pression sociale peut également agir comme un moteur efficace pour encourager des comportements bénéfiques. Les programmes de comparaison sociale s'appuient d'ailleurs déjà sur cette dynamique pour influencer les comportements. Ils tirent parti du fait que les individus sont profondément sensibles aux actions et aux performances de leurs pairs. Le désir de se conformer à la majorité et de rivaliser avec ceux qui réussissent peut ainsi inciter à adopter des attitudes et des pratiques plus constructives. Un exemple emblématique de cette stratégie réside dans les campagnes de promotion du recyclage. Imaginons qu'une municipalité diffuse un message comme celui-ci. 80% de vos voisins recyclent correctement leurs déchets. Cette information, en mettant en avant une norme sociale dominante, incite les habitants à adopter un comportement similaire. L'idée de ne pas faire partie de la majorité ou de faire moins bien que d'autres pousse à l'action, transformant la pression sociale en un outil de changement positif. C5. Le massacre de Srebrenica, un exemple extrême de conflit entre groupes. Le massacre de Srebrenica, perpétré en juillet 1995 pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, est l'un des événements les plus sombres de l'histoire européenne récente. Plus de 8000 hommes et adolescents bosniaques musulmans ont été tués par les forces serbes de Bosnie. Ce génocide, reconnu comme tel par la justice internationale, illustre de manière tragique les mécanismes psychologiques et sociaux qui conduisent aux pires violences collectives. Les Serbes de Bosnie, sous l'influence de dirigeants nationalistes, ont en effet été poussés à percevoir les Bosniaques musulmans comme une menace pour leur identité, leur territoire et leur survie culturelle. Cette rhétorique de peur et de haine a activé des mécanismes de défense ancestraux, transformant un conflit politique en un affrontement où l'expul exogroupe. Les Bosniaques devaient être éliminés pour protéger le endogroupe, les Serbes. Le massacre de Srebrenica illustre au passage comment la violence peut devenir un outil de domination et de contrôle reproductif. En ciblant spécifiquement les hommes et les adolescents bosniaques, les forces serbes cherchaient non seulement à anéantir une communauté, mais aussi à empêcher sa régénération démographique. Enfin, la passivité de la communauté internationale, laissant les Bosniaques sans protection face au massacre, soulève des questions sur les limites de la solidarité humaine. Cette solidarité a souvent des frontières. Elle s'étend plus facilement à ceux que nous percevons comme proches, par la culture, la religion ou l'ethnicité, qu'à ceux qui en sont éloignés. Le film Quo Vadis, Aida, réalisé par Jasmila Žbanić et sorti en 2020, plonge avec une intensité brutale dans ces mécanismes humains. Il nous confronte aux risques glaçants de notre héritage évolutionnaire, exposant sans détour le pire de ce que notre condition humaine peut engendrer.